Préparer une présentation PowerPoint, concevoir une formation en ligne, rédiger un syllabus, élaborer des fiches pédagogiques, développer un logiciel éducatif. Dans chaque cas, vous devez poser des choix de mise en forme et d'organisation visuelle de vos supports. Toutes ces situations de formation vont vous amener à utiliser des commentaires, des textes, mais aussi des images, des photos, des schémas, des animations, des séquences audio ou alors des vidéos. D'un point de vue didactique, cette démarche de conception et de transposition peut être mise en relation avec le principe de clarté, mis en évidence par Atty, dont la taille des faits est de 0,75. Pour guider cette réflexion pédagogique au niveau de la médiatisation, nous allons nous appuyer sur le modèle multimédia décrit par Richard Mayer. C'est ce modèle que nous allons vous présenter aujourd'hui. La première est que le cerveau humain dispose de deux canaux distincts pour traiter les informations verbales et visuelles. Les images et les mots écrits pénètrent dans le système cognitif de l'apprenant par le canal visuel et sont brièvement retenus dans la mémoire sensorielle visuelle, alors que les mots prononcés pénètrent le système par le canal auditif et sont retenus brièvement dans la mémoire sensorielle auditive. Le maintien des informations dans les registres sensoriels est très court, de l'ordre d'environ un quart de seconde. Ok. Pouvez-vous nous expliquer comment est mis en œuvre ce processus de prise d'information ? Lorsque l'apprenant prête attention aux informations visuelles qu'il reçoit, certaines sont transférées dans la mémoire de travail pour être traitées par la suite. Les informations auditives subissent le même traitement. On ne perçoit donc pas toutes les informations. Il y a un mécanisme de sélection. En mémoire de travail, les mots présentés visuellement peuvent être convertis et placés dans le canal auditif de la mémoire de travail. Meyer met enfin en évidence que le traitement a plus de chances de laisser une trace en mémoire à long terme quand les apprenants peuvent s'impliquer cognitivement, lorsqu'ils sont confrontés à différents médias. Vous nous expliquez s'impliquer cognitivement ? Eh bien qu'il faut qu'il y ait un traitement actif de leur part, qui doit les amener à identifier les informations utiles, à réorganiser celles-ci de manière à faire des liens avec ce qu'ils ont déjà stocké dans leur mémoire à long terme. Mayer met en évidence à ce niveau qu'il y a un troisième type de charge, qu'il nomme la charge générative. Celle-ci concerne l'activité, la tâche, qui demande à l'élève d'organiser les informations et l'amène à établir des liens avec ses connaissances initiales. Par exemple, l'élève formule des questions par rapport au contenu qu'il a découvert. Cette charge est utile à l'apprentissage si elle porte sur des éléments essentiels pour développer la compétence visée et si elle inhibe les aspects accessoires. Elle permet l'élaboration de nouvelles représentations et de nouveaux liens entre les connaissances. Pour faciliter ce processus d'encodage et de stockage, Mayer a proposé, à partir d'une série d'expériences réalisées dans différents domaines de connaissances, une série de principes à prendre en compte quand on conçoit des supports d'apprentissage. Ils peuvent permettre de mieux gérer la charge intrinsèque, celle liée au contenu, la charge extrinsèque qui concerne la forme, et enfin la charge générative liée à la structuration des informations. Le premier principe qu'il développe concerne la combinaison des médias. Il souligne l'importance d'intégrer des éléments visuels dans les diaporamas, les syllabus, des fiches pédagogiques. L'apprentissage est en effet de meilleure qualité si les mots et les images sont combinés, plus que s'il n'y a que des mots sans illustration. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier en termes d'apprentissage ? Quand on sait qu'environ 60% de la population mondiale est à dominante visuelle, quelle que soit la culture ou l'origine ethnique, il faut donc toujours essayer d'identifier la complémentarité entre l'image et le texte. Lors d'une présentation, l'usage du graphique, comme à l'écran l'histogramme, va permettre aux élèves d'organiser spatialement les données et faciliter l'analyse de celles-ci. Les infographies s'appuient aussi sur ce principe multimédia. Elles combinent à la fois des éléments graphiques et des éléments textuels. Les animations peuvent soutenir l'apprentissage, en particulier pour décrire des processus et des savoir-faire complexes à appréhender,
qui nécessite la mise en évidence d'une chronologie. Dans ses travaux, Mayer évoque l'effet de redondance. Vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? De manière contre-intuitive, présenter des informations identiques simultanément dans deux modalités différentes a plutôt un effet négatif sur l'apprentissage. Le principe de modalité est en lien avec le principe de redondance. Il est préférable d'utiliser un commentaire oral plutôt qu'une information écrite. Ceci afin d'éviter la saturation de la mémoire visuelle chez l'apprenant et entraîner ainsi une surcharge cognitive qui peut être délétère pour l'apprentissage. L'apprentissage est donc plus approfondi lorsque les images sont accompagnées de commentaires audio que lorsqu'elles sont accompagnées de textes écrits, comme c'est le cas dans cette capsule que vous découvrez. Dans ses recherches, Mayer met aussi en évidence les concepts de contiguïté. J'aimerais en savoir plus. Effectivement, il y a tout d'abord le principe de contiguïté spatiale. Il fait référence au fait que l'apprentissage est facilité quand les informations visuelles sont proches les unes des autres. La proximité des illustrations et des mots aide l'élève.